Comme je le dis souvent, je suis né homme, donc je suis privilégié de fait. L'idéologie féministe, qui en réalité est une utopie qui ne peut pas exister. Je suis pas du tout en train de cracher sur les 60 ans de féminisme. Il n'y a pas d'ADN pour changer les couches, par exemple. Je pense que les hommes sont tout à fait capables de le faire aussi. Et c'est là où je dis que votre bouquin est ringard. C'est parce que vous n'avez pas anticipé. Vous répétez ce que moi, il y a 10 ans... Mais en fait, je prends ça comme un compliment qu'il soit ringard, parce que c'est des soucis. Tu sais, la question du féminisme pose des problèmes qui sont ancestraux. Un homme peut être féministe. Oui. Toutes les femmes sont féministes. Non. Non. Je suis féministe. Oui. Non. Moi, je m'appelle Amélie Menu. À la base, je suis youtubeuse, donc j'ai une chaîne YouTube. Et en ce moment, je suis journaliste pour le nouveau média d'enquête et d'investigation Omerta. Et donc là, très récemment, normalement, à l'heure où sort ce débat, je viens de sortir mon nouveau documentaire sur la pornographie, qui va s'appeler Porn. Les hommes dominent la société. Oui. Oui. On peut être viril et féministe. Oui. Oui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Maxime Ruzniewski, j'ai 38 ans, je suis entrepreneur, auteur de ce petit manuel du féminisme au quotidien qui vient de sortir chez Marabout, auteur également d'un documentaire qui vient de sortir pour le groupe M6 qui s'appelle Congé paternité pour tous. Et voilà, et je travaille sur les sujets de diversité et inclusion. L'homme hétéro-cisgenre est l'ennemi du féminisme. Non. Non. Les féministes ne cherchent pas l'égalité, mais la domination des femmes sur les hommes. Ça dépend. Non. Le féminisme, c'est juste vouloir l'égalité entre les femmes et les hommes. Oui. Non. Les féministes mettent tous les problèmes sur le dos du patriarcat. Oui. Je vais répondre que non. Il y a plus que 2 genres. Alors, la question est tournée... Attention, parce que... Oui... Ah ouais, c'est compliqué. Parce que le mot genre est déjà connoté. Non. Alors s'il y en a 2, enfin oui, si on parle des genres masculin et féminin, résolument non, il n'y a pas de genre. Si on considère que le genre est lié au sexe, alors oui. Sinon, oui, il y en a qui s'inventent des genres, grand bien leur face, mais... Le féminisme fait progresser la société. Oui. Non. Il est plus facile de se conformer au modèle patriarcal que d'être féministe. Ça dépend pour qui, c'est compliqué de répondre à ça. Mm-hmm. Mais je dirais plutôt oui, mais c'est compliqué de répondre à ça par oui ou par non. Non. Les hommes ne peuvent pas être féministes, mais seulement des alliés du féminisme. Moi je crois que non. Peu importe, oui. Non, t'as dit non. Non. Genre pas que allié, mais aussi féministe, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, ouais. oui, il peut se On va parler du mot allié, c'est intéressant. Oui, non mais ouais. oui. Il est plus facile d'être féministe quand on est homosexuel. Probablement. Mais Si on doit faire des réponses courtes, je dirais non. Parce que c'est plus subtil que ça. En rendez-vous galant, c'est moi qui paye l'addition. Ah, ça dépend. pour le jeu, je vais dire non, c'est l'homme qui paye l'addition, mais bon. Un homme peut être plus féministe qu'une femme. Oui. Oh oui. Oh oui. Vous avez tous les deux répondu qu'un homme pouvait être féministe, que toutes les femmes n'étaient pas féministes. Mm-hmm. Maxime, que tu étais féministe. Amélie, que tu ne l'étais pas. Pourquoi ? Alors déjà, faut quand même resituer un peu le contexte. Je l'ai été. Je l'ai été pendant peut-être presque 10 ans. Et c'est en fait, la raison, comme vous dites, c'est que là où beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi étaient beaucoup dans les mots et se paraient, on va dire, de cette idéologie, de ce paradigme pour un peu se parer de bonnes valeurs. Voilà, moi je suis gentille. C'est-à-dire que moi, je l'ai vraiment vécu dans ma chair. C'est-à-dire que je me suis rasé les cheveux, j'avais des poils, j'allais draguer les gars dans la rue, activement en me disant je vais pas attendre qu'un mec me drague, voilà. J'ai fait des sports de combat. Et en fait, dans ma tête, j'étais en mode si on veut les mêmes droits que les hommes, alors il faut être fort sur leur terrain. Et donc, je suis devenue hyper stoïque. J'ai appris le stoïcisme pour contrôler mes émotions. Enfin, plein de choses comme ça, quoi, qui sont, on va dire, des caractères très masculins. Des caractères très masculins. Et voilà, j'ai beaucoup approfondi, presque philosophiquement parlant, le sujet.
Et en fait, j'en reviens parce que là, je suis arrivée à mes 29 ans. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça a été quoi le basculement? Ça m'intéresse. Ouais. Bah, le basculement, c'est long. Hein. Ouais. C'est long à expliquer, mais en gros, c'est tout simple. J'arrive à 29 ans et je me rends compte qu'en fait, je ne génère pas de désir chez les hommes. Or, je suis quand même une femme, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir une vie de famille et j'ai envie d'avoir une vie tout simplement, de plus être seule. J'ai vécu le polyamour aussi pendant 10 ans et je me suis rendu compte à quel point ça m'a un peu bousillée. Et donc en fait, toutes les belles promesses que m'avait fait le féminisme en me disant oui, en fait, je me maquillais pas, enfin, il y avait beaucoup de trucs que je faisais pas du tout, que je m'interdisais même quand j'avais un intérêt. Par exemple, j'ai toujours eu un intérêt pour le maquillage, mais par activisme, je m'obligeais à ne pas me maquiller. Et en fait, j'arrive à 30 ans et je me prends une baffe, mais stratosphérique, quoi. Parce que je me dis, mais là, en fait, là, le plan que j'avais, c'était d'avoir une famille, des enfants, j'ai rien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et puis, en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que finalement, toute la déconstruction qu'on m'avait vendue ne m'avait apporté finalement que des traumatismes et beaucoup de chagrin et enfin, je me sentais vraiment misérable, en fait. Faut aussi savoir que j'ai avorté quand j'avais 23 ans et j'ai mis 2 ans et demi, voire 3 ans à me remettre de ma dépression post-avortement. Chose qu'on m'avait pas du tout prévenue parce que moi j'ai grandi dans les milieux féminismes où on me disait oui, t'es enceinte, prends des médocs, va à l'hôpital, demain c'est fini, c'est bon, ton corps, ton choix. Et en fait, j'avais pas du tout compris l'implication physique, émotionnelle, tout en fait qui allait avec. Personne ne doit juger les femmes qui avortent. Effectivement, on n'avorte pas comme on va au supermarché. Une femme n'avorte pas de gaieté de cœur, pour reprendre Simone Veil. Ce que je trouve très intéressant dans ce que tu racontes, c'est que ta vision du féminisme, ta conception du féminisme est vraiment liée à une trajectoire personnelle. Toi, en tant que femme, moi je suis un homme. Comme je le dis souvent, je suis né homme, donc je suis privilégié de fait. Après, j'ai connu des trucs pas très simples. Je pense aussi que le patriarcat profite pas forcément à tous les hommes. Hein, si on ne correspond pas forcément à la conception de la virilité, de la masculinité, telle qu'on nous l'enseigne depuis qu'on est tout petit. Mais je ne suis pas une femme et c'est vrai que je n'ai pas, j'ai pas peur quand je sors du métro. Je sors pas mes clés pour arriver plus vite chez moi. J'ai jamais connu ça. Donc en fait, je pense que contrairement à toi, moi, ma vision du féminisme, elle est vraiment collective, ça vient pas en fait d'une trajectoire individuelle, même si je pense que mon enfance, mon adolescence et puis surtout ma vie professionnelle, parce que j'ai travaillé après au ministère des Droits des Femmes, j'ai cofondé la Fondation des Femmes, donc je me suis vraiment impliqué sur le sujet, mais je n'ai pas vécu finalement le sexisme dans ma chair, je n'ai évidemment pas vécu d'avortement, ce qui est, j'imagine, une expérience très compliquée. Mais ce que j'ai un peu de mal finalement à comprendre dans ce que tu dis, c'est que c'est peut-être ton rapport au féminisme qui a évolué, ta conception du féminisme qui a évolué. Mais si on revient à la question qu'on nous a posée sur le féminisme, pourquoi on est féministe, etc., pour moi, c'est vraiment un projet de société. En fait, ça sort de nos individualités. Et c'est en ça que je trouve que le féminisme, c'est quelque chose de très positif, de très heureux, parce que ça va nous amener nécessairement vers quelque chose de plus équilibré, de plus apaisé, de plus comment dire... de plus égal, quoi. Et je pense que mettre de l'égalité entre les individus, surtout en ce moment, ça peut être que positif. Donc, Mais c'est exactement ce que je te disais. En fait, moi, on m'a vendu... moi, on m'a vendu l'apaisement, la tranquillité, etc. Et je me rends compte que ça fait exactement l'inverse que ce que ça promet. Donc... Alors ça, c'est intéressant parce que féministe. Dans mon livre, ce que j'explique, c'est qu'il y a une question, parce que le livre prend une forme de question-réponse finalement qu'on nous pose le plus souvent. Et il y a souvent cette question qui revient, mais les féministes veulent la guerre des sexes, les féministes veulent écraser les hommes. Et pour avoir fait beaucoup de manifestations féministes et avoir fait aussi d'autres manifestations pas féministes dans ma vie, j'ai jamais eu peur à une manifestation féministe. C'est très, très pacifiste, il n'y a jamais de débordement, il n'y a jamais de violence. Ah oui, mais c'est parce que on décrit un peu les militantes comme si elles voulaient... Non, mais attendez, moi j'ai connu beaucoup de féministes dans ma vie, elles sont pas toutes hystériques, mal baisées, tout ce qu'on veut, etc. Et moi je l'étais pas spécifiquement non plus. J'étais pas agressive dans ma manière. Je sais très bien que je suis pas dans la caricature du féminisme. Là, je parle de l'idéologie féministe, qui en réalité est une utopie qui ne peut pas exister pour plusieurs raisons. Mais alors lesquelles ? Parce que c'est intéressant, on est au fond du sujet. Mais on a plongé direct. Ouais. Je voulais attendre un petit peu, mais ok. Pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que le féminisme se base déjà sur des bases, on va dire un modèle trop simplifié de la réalité. Le côté un petit peu tout est culturel, par exemple,
va forcément créer des modèles. J'entends modèle dans le sens modèle mathématique, modèle scientifique, dans lequel on recrée un micro-monde. Et en fait, on met des hypothèses dans cette espèce de monde qu'on a recréé et on se dit, OK, les conséquences vont être ça. Sauf que quand on fait un modèle trop simplifié, en fait, on se dit, ah tiens, on va faire une hypothèse, ça va donner ça. Sauf que c'est comme il n'y a pas assez d'informations qui auraient été rentrées dans le modèle à la base, et ben en fait, on se retrouve avec pas du tout le même résultat dans la vraie vie. Et moi, ce que je reproche, on va dire, à l'idéologie féministe, c'est déjà de croire à une utopie, qu'une utopie est possible dans ce monde. Mais laquelle ? Celle de l'égalité entre les femmes et les hommes ? Ouais. Pour moi, il y a une grosse partie biologique qui est totalement évincée aujourd'hui, notamment par la sociologie, on va dire la partie... féministe, ou en tout cas la partie déconstructiviste, la partie tout ça de la sociologie, celle qui croit au genre, etc. Vous pensez que, mais non, en fait, on est pacifiste, y a pas, on veut pas la guerre des sexes. Mais en réalité, comment dire, en créant, en promouvant, je sais pas si ça se dit en promouvant l'idéologie féministe, en fait, ce que ça fait, dans les conséquences, c'est que ça crée du ressentiment chez les garçons et chez les filles. J'ai connu beaucoup d'amis féministes qui étaient devenus complètement misandres, et c'était totalement gratuit et totalement OK de cracher sur les garçons. Et en plus, on va pas se mentir, les femmes sont quand même peuvent être extrêmement cruelles, et j'ai vu cette cruauté, en fait. J'ai vu cette cruauté féminine envers des garçons qui, au final, n'avaient pas fait grand-chose. Je veux dire, ils sont pas responsables. Je veux dire, la plupart des gars ne violent pas, n'agressent pas dans la rue. C'est quand même, on va le dire, une minorité d'hommes qui font ça. Et donc, si vous voulez, si tu veux, il y a on va dire que les féministes tapent sur une minorité d'hommes. Donc je suis totalement d'accord avec ça. Oui, il y a des violeurs, oui, il y a des gens qui abusent. Mais en fait, on fait all men are trash, quoi. Il y a un côté vraiment comme ça. Je me méfie du on, parce que moi, par exemple, je considère pas ça. Je considère pas que tous les hommes sont des violeurs en puissance. En revanche, ce que je sais, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est que plus de 90% des violences dans ce pays et dans pas mal de pays sont le fait d'hommes et pas de femmes. Mais des violences physiques. C'est une donnée intéressante, des violences physiques, mais aussi des atteintes au bien. Mais ce que je voulais dire, c'est que, et ce qui est très intéressant, c'est que tu parlais de biologie tout à l'heure. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, biologiquement, il n'y a rien de naturel à ce que les femmes fassent encore 70 à 80% des tâches ménagères, qu'elles gagnent en gros 20% de moins que les hommes, 10% à poste égal, qu'elles ne dirigent pas les pays. Donc en fait, pour moi, tout ça n'est absolument pas biologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ADN pour changer les couches, par exemple. Je pense que les hommes sont tout à fait capables de le faire aussi. Et en ça, j'ai envie de dire, malheureusement, la société patriarcale dans laquelle on vit reproduit des inégalités depuis maintenant très longtemps qui sont contraires à la nature, puisque ces inégalités-là, elles sont créées, comme tu le disais, culturellement, de manière très artificielle. On a décidé, il y a maintenant fort longtemps, que la place des femmes était plutôt à la maison, même si elles travaillent de plus en plus. Je suis pas d'accord. Pourtant, ce sont les faits. On peut débattre sur beaucoup de choses, mais sur les faits, c'est... Pour moi, il y a quand même une racine. Alors déjà, égalité salariale. Si vous voulez, on en discute. Moi, je pense que ça existe, mais dans un pourcentage bien plus minime que ce que... Il y a effectivement une différence. Mais en réalité, c'est surtout dû au caractère. C'est surtout dû au fait que les femmes, en fait, ne veulent pas... par exemple, là, on va englober tout. Les inégalités salariales, le fait qu'il y ait peu de femmes à la tête des... comment on appelle ça ? Des entreprises. Des entreprises, voilà. Qu'il y ait peu de femmes à la tête des entreprises. De tétins. En fait, c'est pas qu'on ne peut pas, parce qu'il y en a. Il y a des femmes qui sont à la tête de certaines industries. Mais simplement, peut-être que vous n'avez pas imaginé l'idée que c'est parce qu'on ne voulait pas. En fait, la plupart des femmes que je connaisse n'ont pas vraiment d'ambition. Et la plupart des femmes que je connaisse, naturellement, n'aiment pas le conflit. En fait, ça a été... en psychologie, il y a ce qu'on appelle le Big Five, le système océan, qui, en gros, est une des manières les plus scientifiquement correctes pour analyser les caractères.
on va dire, les types de caractères qui existent. Oui, on en a parlé la semaine dernière en plus, mon associé. Donc oui, je vois Donc très voilà, bien vous ce que voyez. c'est. Ok, et en fait, de manière générale, les femmes, les filles, scorent plus haut, on va dire, dans l'agreeableness, donc ça veut dire dans la politesse, la gentillesse. Super qualité pour être chef d'entreprise. Ben oui et non, parce qu'en fait, à un certain niveau, en fait, dans la hiérarchie masculine, Ouais. ça devient, en fait, plus on monte et plus la pression, l'étau se resserre. Il faut être extrêmement strict sur Mais attends, certaines choses. là-dessus, je pense qu'on va être d'accord. Je pense que, enfin, pas complètement. Hein, je suis pas en train de dire que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Non, Mais ce que je veux dire, c'est que à la tête des entreprises aujourd'hui, la façon d'exercer le pouvoir, la façon d'être chef, donne au chef des qualités, plutôt on valorise les qualités dites masculines, c'est-à-dire la force, l'autorité, le fait de trancher très vite, d'être moins dans l'empathie, qui sont des qualités qui sont, et là je mets des gros guillemets, plutôt réputées comme féminines. Et du coup, cette reproduction finalement de clichés, de poncifs, va mettre à la tête des entreprises et des États des personnes qui ont plutôt ces qualités-là. Et la meilleure preuve, c'est qu'il y a une majorité à chaque fois de gens, y compris des femmes, qui votent pour les hommes. Donc en ça, effectivement, ces qualités sont valorisées. Ces qualités, sont valorisées. Donc moi, finalement, ce qui m'intéresse plus, c'est faire un pas de côté et se demander si cette incarnation du pouvoir, de la force, elle est forcément positive. Là, par exemple, au moment où on parle, peut-être qu'on regardera cette vidéo dans plusieurs années, mais au moment où on parle, on est dans un tournant majeur, dans un conflit qui est totalement orchestré par un homme, par un chef d'État, qui nous explique que la virilité est en train de s'effondrer et qu'elle n'existe plus dans l'Occident. Et on voit jusqu'où finalement la vision de la force peut aller. C'est-à-dire là, on est peut-être en train de vivre un nouveau conflit mondial. Donc finalement, voilà, cette question de la force... Mais attendez, vous croyez que les femmes ne sont pas capables... Vous croyez que les femmes ne sont pas capables d'être des... Parce qu'en fait, là, depuis le début, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas que les femmes peuvent être... Parce qu'on parlait de la violence physique, je vous ai dit, oui, 88% des hommes sont responsables de la violence sur hommes et femmes. Plus que ça, ouais. Bref, peu importe. Si vous voulez, moi je suis d'accord avec ça. Mais en fait, à aucun moment... Dans ce truc-là, on parle de la violence psychologique qui est l'apanage des femmes. La manipulation, on dit l'homme frappe, la femme rend fou. Comme tu parles de violence, là-dessus on peut au moins se mettre d'accord sur le fait que le féminisme, c'est quand même un mouvement qui prône la fin des violences contre les femmes. On aurait peut-être même dû finalement commencer l'émission par ça, parce que à quoi ça sert de parler d'argent, de pouvoir, de machin, quand on parle pas de l'intégrité physique. Voilà. On est dans une société qui est dite évoluée, où on est dans une grande démocratie, voilà. Et pourtant, en fait, tous les 3 jours, c'est mathématique, parfois c'est plus. D'ailleurs, depuis le début de l'année, j'ai l'impression que c'est plus. Selon les derniers chiffres, depuis le début de l'année 2023, les femmes meurent tous les 3 jours sous les coups de leur conjoint. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Donc, grosso modo, si on couvrait les féminicides comme on couvre par exemple les crashs d'avion, on passerait notre temps à allumer la télé et voir ça en une des journaux. Okay. Sauf que c'est plus le cas parce que c'est devenu tellement banal que ça n'intéresse plus. Le taux de suicide plus élevé chez les hommes, on n'en parle pas non plus. Oui, mais en fait, le suicide, c'est toi qui te portes atteinte à toi-même. Oui, là, je te parle de quelque chose, mais on va parler de la masculinité toxique qui fragilise beaucoup les hommes. Et là-dessus aussi, je pense qu'on peut être d'accord. Mais le truc, en fait, avec les violences faites aux femmes, c'est que c'est un individu qui porte atteinte à l'intégrité physique d'un autre individu, en l'occurrence d'une femme. Oui. Et là, on a vraiment des chiffres, et je sais que tu vas peut-être me dire qu'il y a des hommes qui sont victimes de violences, et ça existe, et je suis pas du tout là pour le cacher. Moi, je suis pas non plus là pour... Et de violences psychologiques. Bien sûr. Mais en fait, si on peut se mettre d'accord sur le fait que le féminisme est indispensable, ne serait-ce que pour terrasser ces violences faites aux femmes, peut-être qu'on se dira féministes tous les deux d'ici la fin de l'émission, non ? En fait, c'est là où je pense... Donc moi, je suis totalement d'accord, et je l'ai vécu aussi personnellement, puisque j'ai des amis qui ont été victimes de violences conjugales. Donc, c'est un problème que j'ai vécu de l'intérieur. Ok. Et en fait, on était là, tout assis sur le canapé. On était en mode, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? La vérité, je vais vous le dire, on ne peut rien faire. En fait, à partir du moment où vous avez fait des enfants avec un mec fou, il est fou, en fait. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais on peut partir, on peut partir. Oui, voilà, on peut partir. Même s'il n'y a pas assez de moyens, mais exactement. On peut partir. On peut partir, et c'est ce qu'elles ont fait, à l'occurrence. Sauf que bon, le gars, en fait, on vit toujours dans la parano que le gars revienne. En fait, moi, ce que je pense, c'est que le féminisme n'impacte pas les bonnes personnes. Ce mec-là, les mecs, à l'occurrence, fous, qui ont été des tyrans pour mes amis, ils en avaient rien à carrer en fait de vos séminaires, de vos trucs. Et c'est pas des gars qui parce que c'est trop tard.
Mais c'est trop tard. Mais... C'est trop tard pour eux. Ok. Malheureusement, c'est trop tard. Éduquer un homme comme ça, c'est trop tard. Bien en sûr. revanche, expliquer donc- le respect, on pourra en parler, ça, dès l'enfance, aux Mais petits justement- garçons et aux petites filles, ça peut prévenir des violences après. D'accord. C'est ce qui se passe aux Pays-Bas. En fait, c'est marrant parce que je me dis toujours... En fait, j'ai l'impression que les féministes... Moi, une des raisons aussi pour laquelle je ne suis plus féministe, c'est parce que je me suis intéressée à la psychologie et à la biologie. Tout simplement. En fait, un des trucs très très importants dans l'éducation des petits garçons, Ouais. et on va en parler puisque vous vouliez parler de masculinité toxique, mais Tutoie-moi, sinon je te vous vois. Hein. Oh merde, Ouais. désolée, j'ai l'habitude en fait de vous voyer Ok. les gens plus âgés que moi, c'est pour ça. Waouh, paf. Ok, c'est bon, c'est Mais, fait. non, mais c'est vraiment par réflexe. Donc, bref, tout ça pour dire que en gros, pour éduquer les petits garçons, c'est très important en fait de leur permettre de comprendre et de gérer leur agressivité. Et aujourd'hui, le féminisme a l'intention, et là je le dis très sérieusement, je sais exactement ce que vous mettez dans vos bouquins, dans vos trucs, là, vous avez l'intention de sociabiliser les garçons comme des petites filles. Parce que l'idéologie égalitariste veut qu'on soit tous les mêmes. En fait, on est tous des pages blanches, en fait. Et il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Bah oui, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, évidemment. Alors que, précisément, nous n'avons même pas le même cerveau. On n'a pas la même construction. Alors bien sûr, il y en a qui me diront oui, non, il y a machin qui a démontré que Non mais c'est ce que j'allais la dire. En fait, plasticité du cerveau. Non mais on peut entrer dans les débats d'anthropologie, Voilà, de sociologie. anthropologique, Voilà, moi je vais citer interminable. Françoise Héritier, toi tu Voilà, vas me citer toujours. quelqu'un d'autre. Bon, c'est pour ça que je J'en savais étais qu'on sûre. irait sur ce terrain-là et finalement, moi je suis pas là pour essayer de te convaincre, de relire Héritier, etc. Je Mais pense pas la- qu'on puisse de toute façon. Voilà, Nous, la vraie question en fait pour moi c'est de constater les faits. Et c'est qu'est-ce qu'on fait pour corriger ça? Qu'est-ce qu'on fait pour corriger les violences? Qu'est-ce qu'on fait pour corriger les inégalités salariales? mhm. Qu'est-ce qu'on fait par exemple pour que on en termine avec ces stéréotypes qui font que demain on va avoir énormément de métiers qui vont s'ouvrir de service à la personne parce qu'on est dans une société vieillissante et que beaucoup d'hommes considèrent que c'est pas dans leur gène de s'occuper de quelqu'un de plus âgé alors qu'il va y avoir plein de jobs hyper donc, dans les- intéressants dans ces métiers-là. Dans Ce qui les veut bien faits. dire qu'on est habité par les stéréotypes. Oui, bah, mais dans les peut-être que- faits, il faut justement lutter contre ces stéréotypes dès l'enfance qui sont là et qui finalement limitent nos possibilités, qui limitent les ouvertures. Par exemple, je me rappelle une fois, j'avais fait une émission, il y avait quelqu'un qui avait appelé pour dire le drame de ma vie, c'était un garçon, je voulais être danseur classique. On m'a dit à 4 ans que c'était impossible parce que c'était un truc de PD et que jamais je pourrais grandir en étant accepté par les autres garçons en étant danseur. Et aujourd'hui, je fais un métier que j'aime pas, je m'ennuie, et c'est trop tard. Je suis allé voir une prof de danse, elle me dit « Vous avez beaucoup de talent, monsieur. Honnêtement, si vous étiez venu me voir 15 ans plus tôt, vous auriez été un grand danseur. » Voilà, c'est pour ces récits-là que je me bats, en fait. Je trouve ça un peu triste. Ouais. Je me dis, on est en train de limiter juste l'imaginaire, les possibilités de tous ces garçons, de toutes ces filles. Et au nom de quoi ? Au nom, justement, et là, on va peut-être arriver au sujet sérieux, qui est la conservation de privilèges pour des hommes, parce que oui, les hommes, et tu l'as dit comme moi au début de cette émission, contrôlent la société, c'est ce qu'on appelle la société patriarcale, et parce que justement les féministes, et ça je le déplore, sont un peu divisés, c'est-à-dire qu'on ne joue pas tous dans la même cour, et ben ce camp-là prospère, et prospère même très bien, puisque ça fait très longtemps qu'il a les manettes. Alors, Alors. on va se mettre au clair parce que j'aimerais qu'on redéfinisse exactement patriarcat. Parce qu'en fait, patriarcat, si vous voulez, moi je veux bien l'utiliser. Mais en réalité, moi je pense que c'est pas le patriarcat comme vous l'entendez qui est aux manettes. Moi je pense que c'est une élite extra riche. En fait, je pense que l'oppression, on va dire, si tant est qu'il y en ait une, mais je pense que quelque part il y en a une, c'est une élite qui va imposer, on va dire, des règles à tous les autres. C'est un truc, finalement, une observation très marxiste. Hein. Simplement, j'ai pas les mêmes. Je suis pas marxiste dans le sens où je pense que ces solutions ont été démontrées des dizaines de fois, ne marchent pas. Ces solutions ne marchent pas. Mais l'observation est très valide. Je pense qu'effectivement, il y a, appelons-les les bourgeois, même si je pense qu'aujourd'hui c'est plus que des bourgeois, qui oppressent le reste, comment on appelle ça, le prolétariat, voilà. Admettons. Par contre, le féminisme a repris cette rhétorique et a mis les hommes et les femmes à la place, vous voyez, en oppresseur-oppressé. Ça, je suis pas d'accord. Je pense que depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes ont joué en équipe. Et il n'y a jamais eu d'oppression
de la part il n'y a jamais eu d'oppression de la part... Enfin, je veux dire, si tu te maries avec ton mari, oui, bien sûr, ça pouvait être violent. Bien sûr, comme il était plus fort que toi, techniquement, en général, surtout à l'époque, les hommes étaient plus forts. Donc, effectivement, peut-être que les femmes ont été... pendant plusieurs années, plusieurs centaines d'années, même si je ne suis pas sûre qu'au Moyen-Âge, les femmes avaient autant la vie dure qu'au 19e siècle, par exemple. D'ailleurs, les femmes chassaient autant que les hommes au Paléolithique, oui, contrairement à ce qu'on croit. Ça, c'est encore en fait, j'ai l'impression qu'on ne peut pas savoir. On part un petit peu sur des grands chevaux. Les féministes, elles aiment bien réécrire l'histoire comme ça, à fond. Alors qu'en vrai, on ne sait pas. On sait pas si les femmes n'étaient pas heureuses il y a 500 ans ou 600 ans, en fait. Enfin, vous, moi, c'est comme nos débats sur l'anthropologie, on peut pas savoir. Donc, moi, je parle... Il y a quand même des gens qui étudient, quand oui, on retrouve sûr. Des squelettes de femmes chasseuses, par exemple, c'est intéressant. Ça met à mal l'idée reçue selon laquelle les femmes attendaient gentiment que leur mari, que leur compagnon, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mariage, on retrouve des squelettes. Partent chasser. Donc, en chasse, en situation de chasse. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Oui, mais en fait, par exemple, ça se trouve, il y avait des traditions. Je vous donne un exemple, parce qu'en lisant votre livre, je me suis demandé, tiens, dans quel contexte une femme pourrait être en truc de chasser. Admettons que avant ses 20 ans, il y avait une tradition où les jeunes femmes allaient chasser avec leur père. Des choses comme ça, quoi. Parce que tant qu'elles n'ont pas d'enfants, elles sont pas en état de... Vous savez, la grossesse, etc. C'était ça qui était compliqué. Et c'était pour ça qu'on avait besoin de l'homme. Et ça l'est toujours, d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va dire que le confort nous permet une certaine fluidité, on va dire, dans ce schéma strict. Mais à la base, voilà, la grossesse était hyper dangereuse. Mais imaginez que, en fait, le squelette qu'on ait trouvé, c'était soit une vieille femme, je veux dire dans la quarantaine, qui avait déjà eu ses enfants et qui était un peu la matrone de la tribu et qui allait chasser avec son mari. Et là, il s'avère qu'elle se soit fait tuer. Mais ça n'empêche pas que le cadre basique, ça veut pas dire ça y est, en fait, toutes les femmes étaient chasseuses. Ça veut pas dire en fait, il y avait pas de patriarcat. Ça serait génial, j'adore. Mais c'est ce que je vous dis. Moi, je prône non pas une féminité victimisée, chassée, brimée depuis des centaines de milliers d'années. Moi, je pense que la féminité est une féminité glorieuse, qui était avant, d'ailleurs, la déesse qui enfantait tout ce qui... Enfin, je veux dire, avant que vraiment le christianisme, on va dire, les religions monothéistes arrivent, toutes les religions, et notamment les religions très primaires animistes, vénéraient des Vénus, des déesses de la fertilité. Donc en fait, moi, je ne pense pas que la femme ait été autant opprimée par le patriarcat. Je pense que nous l'avons sélectionnée. Revenons sur la maternité, parce que moi, en plus, parler de religion, étant... Moi, c'est une de mes passions, la religion. Oui, tout à fait, mais là, pour le coup, comme on parle des inégalités, je trouve ça intéressant de parler de la grossesse et de la maternité. On est quand même d'accord qu'aujourd'hui encore, le premier enfant, et ça aussi, beaucoup d'études le montrent, il y en a vraiment énormément, et dans tous les pays, que le premier enfant est un tournant dans la carrière des femmes, puisqu'aujourd'hui, on considère que les pères n'ont pas à s'absenter, alors que les mères se reposent, et en même temps, c'est pas vraiment un repos d'ailleurs, le mot congé est en général malvenu, mais en tout cas qu'elles aient besoin d'un temps pour ne pas retourner au travail, c'est évidemment et heureusement un acquis. En revanche, le fait que les hommes ne puissent pas prendre un congé paternité digne de ce nom, alors pour rappel, il est maintenant de 28 jours, depuis un peu plus de 2 ans, mais seulement 4 jours obligatoires, c'est quand même rien du tout. Est-ce que là-dessus, on n'est pas d'accord sur le fait que le féminisme, qui n'est pas un gros mot, est un courant intéressant puisqu'il prône plus d'égalité dans la parentalité. Le fait que demain, des hommes puissent s'arrêter aussi au moment de la naissance d'un enfant, qu'est-ce que ça va générer comme conséquence ? Ah non, je termine là-dessus. Qu'est-ce que ça va générer comme conséquence directe, très intéressante, ce qu'on appelle la présomption de maternité. Aujourd'hui, moi je suis chef d'entreprise, alors je fais pas partie de ceux-là, mais j'en connais beaucoup, qui ne vont pas recruter une femme qui est dans la trentaine parce qu'il va y avoir une présomption de maternité. Il va se dire, oulala, elle va me coller 1 ou 2 congés maternité. D'ailleurs, il en parle, d'ailleurs, il y a un personnage comme ça dans mon film qui le dit, et qui a changé heureusement, mais qui dit, en tant qu'agent immobilier, moi je recrutais plus de femmes parce qu'entre 25 et 30 ans, j'étais persuadé qu'elle allait me faire 1 ou 2 mômes. Si demain cette présomption s'inverse, ou en tout cas elle est égale, c'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, je vais recruter un homme trentenaire, il va s'arrêter plusieurs mois. Forcément, il va y avoir moins de discrimination à l'embauche. Forcément, les femmes vont pouvoir accéder à des postes à responsabilité aussi facilement que les hommes. Tu vois ce que je veux dire là-dessus ? Ouais, mais Est-ce que là-dessus, on peut être d'accord ? Non, mais je suis pas contre. Après, c'est vrai que le congé paternité... En fait, moi, quand je lis dans votre livre, j'avoue, j'étais en mode « Ah, j'avoue, ça a l'air bien. » En fait, on pourrait vraiment... Qu'est-ce qui a l'air bien ?
Parce que, tu sais, tu racontes l'histoire de votre ami, là, qui est en Suède. C'est le personnage de mon film, Exactement, Tristan. ouais, Qui est en Tristan. Norvège. Voilà, Norvège, ok. Ouais. Et qui, justement, est plus proche de sa fille, etc. Et moi, forcément, ça me touche. Je me dis, c'est trop mignon, c'est trop bien. Effectivement, ça a l'air bien d'avoir une relation privilégiée avec ses enfants. Et j'aimerais que mon mari puisse avoir une relation privilégiée avec mes enfants. Évidemment, qui ne voudrait pas ça? Maintenant, il y a une autre problématique qui m'est arrivée, on va dire, mais juste pour le plaisir de la contradiction. Parce qu'en vrai, ça m'a quand même émue et j'avoue, je trouve ça Et je suis d'accord avec ce genre de combat, en fait. Alors, si ça t'a ému Mais par écrit. Je verrais totalement le film. Ouais. Non, mais... et puis, je viens quand même de là aussi. Enfin, moi, je suis pas contre tout ce que défendent les féministes. Et pour les petites avancées comme ça, pourquoi pas? Mais... Grandes avancées. Congé paternité, c'est une grande avancée. Les grandes avancées, si vous voulez. Non, mais pas d'ironie, Mais, c'est une très grande avancée, le congé paternité. Mais en fait, il y a peut-être quelque chose que vous... Bah, là, par exemple, je vais revenir à mon truc de la psychologie et de la biologie. En fait, dans les premiers mois de l'enfance, le père a finalement assez peu de connexion avec le nourrisson puisqu'il est principalement connecté à la mère. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de différence entre lui, le corps de la mère et lui-même. Vous voyez, dans les premiers mois, le nourrisson est un parasite attaché au sein de sa mère et normalement, il n'y a pas... ça, je vois pas trop parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'allaitent pas, par exemple. Donc mais ça, par exemple, moi, j'ai pas été allaitée et je pense sincèrement que c'est pas une bonne idée. Et par exemple, le fait qu'on dise aux femmes de ne pas allaiter... Excuse-moi de te couper là-dessus, mais je trouve ça très intéressant parce que tu as commencé l'émission comme ça, de faire finalement de ton parcours individuel que je respecte complètement. En plus, j'ai compris qu'il y avait eu des choses très fortes et surtout des revirements, comme tu dis, dans ton parcours de gens, de toi-même, par rapport à ton identité, etc. Mais là, tu le fais à nouveau, en fait, de faire attention juste à ne pas confondre ta trajectoire, ton expérience personnelle avec finalement le collectif. Beaucoup d'études l'ont montré, notamment aux États-Unis, que quand un homme, et Brigitte Grésy, qui est l'ancienne présidente du Haut Conseil à l'égalité, le dit dans le film, et c'est très intéressant, que quand un homme passe plus de temps avec son enfant dès les premières semaines, il va effectivement nouer des liens avec cet enfant qui seront à vie, alors que ce sont des liens justement qu'il ne pourra plus récupérer après. Et cerise sur le gâteau, comme elle le dit très bien, les hommes qui prennent des congés paternité dès les premières semaines et qui passent du temps avec leur enfant vont vivre plus longtemps. Alors ça, c'est surprenant, parce qu'en fait, ils ont plus l'habitude d'aller chez le médecin en allant chez le médecin avec leur enfant. Ils vont plus avoir ce réflexe, puisqu'on sait que les hommes vont moins chez le médecin que les femmes, et donc vont repérer plus de pathologies. Donc finalement, c'est peut-être tout bénef, le féminisme, quoi, parce que... Qu'est-ce que vous pensez de ce fort nouveau courant qui dit aux femmes de privilégier leur carrière plutôt que faire des enfants, et encore pire, j'ai envie de dire... Je vois pas ce que c'est ce courant. Enfin, ne faites pas d'enfants. Attendez, aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une étude qui est sortie. Aujourd'hui, dans le monde, 50% des trentenaires n'ont pas d'enfants. Trentenaires dont je fais partie. 50% des femmes trentenaires, ça n'est jamais arrivé dans le monde. Les femmes arrêtent de faire des enfants. Donc en fait, si vous voulez, on fait des congés paternité, mais en fait, les femmes ne font plus d'enfants. Alors déjà, je vois pas très bien le lien entre le congé paternité allongé et la réduction du taux de natalité. Si les femmes ne font plus d'enfants, les pères ne... est une réalité, mais il y a encore beaucoup d'enfants qui sont là et beaucoup de pères qui se privent de belles opportunités en ne prenant pas leur congé paternité. Donc je pense que c'est moins le sujet. En revanche, ce que je trouve très intéressant sur la baisse du taux de natalité, c'est que ça dit beaucoup de choses justement dans la société dans laquelle on est. C'est-à-dire que peut-être qu'on va dépasser le débat du féminisme, mais peut-être qu'on est en train de réaliser tous, là, collectivement, que la place du travail, que la place qu'on consacre aux heures de travail, de manière très effective, combien d'heures dans une journée, la place qu'on accorde à notre carrière, finalement, ne nous rend pas si heureux que ça. Peut-être que moi, par exemple, si je parle de mon petit cas, j'ai vraiment grandi avec l'idée qu'il fallait que je score, quoi, que je fasse une prépa, que je fasse avocat ou médecin. Bon, je suis devenu avocat, finalement, j'exerce même pas. Enfin, tu vois, donc cette espèce de pression un peu collective qui fait que il faut scorer, il faut être le premier. Et moi, ce que je trouve assez chouette dans la génération, là, je vais passer vraiment pour un vieux, mais c'est ce que j'observe, dans la génération là après moi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui me disent, mais en fait, j'ai plus envie de ça. Et d'ailleurs, les jeunes qui travaillent avec moi, je trouve ça génial qu'à passer une certaine heure, ils se disent « Ok, maintenant, on se casse, on rentre à la maison ». Là où moi, quand j'avais leur âge, je me disais « Il faut que je bosse jusqu'à 20h pour montrer que je suis plus fort et tout ». En fait, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'il y a une course finalement, enfin cette course effrénée à la réussite. Mais c'est quoi la réussite finalement ? Elle est en train un peu de s'estomper. Et je trouve ça bien. Et si, pour revenir et refaire le lien avec notre sujet, si ce mouvement-là prend de l'ampleur, je suis absolument certain que
les couples vont continuer à faire des enfants. Parce qu'on va revenir à la base. C'est quoi faire un enfant ? C'est s'en occuper, c'est passer du temps avec, qu'on soit une femme ou un homme. Les hommes aujourd'hui, par exemple, vous parlez beaucoup de oui, si ton homme il rentre chez toi, il fait pas assez de tâches ménagères par rapport à ce que toi tu fais. Alors il faudrait compter. Alors vous faites le petit comptable avec un petit tableau là, trop mignon. Repasser c'est 6 points, mettre la table c'est 1 point. Je suis content qu'il t'ait plu. Cirer la table, le parquet c'est 3 points. Incroyable. Bon bref. Je suis ravi que tu cites ce tableau. Merci. Ah ouais. J'allais le faire. Écoutez, moi je trouve ça, mais genre vraiment, c'est ni comprendre la psychologie, notamment des hommes, ni comprendre les dynamiques interpersonnelles à l'intérieur d'un couple. J'ai beaucoup vécu. Hein. Tu connais bien le couple. Probablement plus que vous. Ah ouais, j'ai l'impression. Mais en tout cas, je me suis beaucoup plus intéressée aux gens d'une manière non pas mathématique, mais d'une manière psychologique et émotionnelle. Les mathématiques, les féministes adorent ça. Je vous dis, c'est parce que c'est pas les femmes qui ont créé le féminisme. Ce sont des hommes qui ont créé le féminisme. Et les femmes qui vivent le féminisme. Je pense pas que le droit de vote, l'IVG, la possibilité de signer un chèque en son nom, ce soit des hommes qui les créent, ce sont des femmes et uniquement des femmes. Et d'ailleurs, il faut leur rendre hommage parce que sans elles, je serais même pas là en train de parler de féminisme. Mais pourquoi les féministes adorent les maths et les chiffres ? Parce que justement, elles nous renseignent sur des inégalités qui sont enracinées et qui parfois passent inaperçues. Par exemple, là, tu parles de mon chapitre sur les tâches ménagères. Il y a beaucoup d'hommes qui, pendant l'écriture de ce livre, m'ont dit « Mais je comprends pas ce que tu dis sur les tâches ménagères. » Parce que moi, par exemple, je bricole énormément à la maison. Et ma femme, elle récure les toilettes. On fait la même chose. Bah ouais. Bah non. En fait, tu vois, le bricolage, c'est un hobby. Récurer les toilettes, c'est pas un hobby. Et c'est en ça où, tu vois, compter les tâches ménagères, le temps qu'on y passe, etc., c'est intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont un peu le sentiment de se faire avoir, tu vois. Ouais, et donc, je vais essayer de faire très court pour arriver là où je vais arriver. Je pense qu'il y a des rites de passage naturels dans la vie. Il y a des rites de passage chez les femmes, en général, quand on accouche. Je pense que c'est un truc tellement traumatisant, et physiquement et mentalement, que la nature nous rappelle la souffrance et le sacrifice qu'il faut faire pour vivre, qui est continuer dans le temps et perpétuer ses gènes, etc. Les hommes aujourd'hui, avant, ils avaient la guerre. Avant, ils faisaient le service militaire. Ils se retrouvaient face à des gens morts. Ils faisaient face à la mort. Aujourd'hui, en fait, on est face à des adolescents. Mais tu m'as dit l'inverse tout à l'heure. Tu m'as dit que les hommes, ils souffraient énormément, qu'ils se suicidaient plus. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pas virils, justement. Parce qu'ils ont oublié ce que c'était. En fait, ils sont complètement perdus. Moi, je pense que je suis virile. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je suis virile. Parce que je suis capable de vous regarder dans les yeux et d'être dans la confrontation et de défendre mon territoire et de défendre, on va dire, mes valeurs. Ça, c'est viril. Ça, c'est, on va dire... comprendre la cruauté et l'injustice de la vie et faire le sacrifice en soi-même, de comprendre, par exemple, moi je pense qu'un des rôles du père, par exemple, c'est de prendre le mauvais rôle, pour que la mère puisse être l'amour absolu dont l'enfant a besoin. L'enfant, il a quand même besoin d'un cadre, et pour moi, c'est le père qui doit faire ça. Et le père est obligé de faire ce sacrifice de passer... Vous savez, vous avez un chapitre comme ça où la maman, elle est obligée de se retrouver comme la rabat-joie et le papa cool. Et moi, quand je vois ça, ça me terrorise. Je me dis, cette femme a des enfants avec un adolescent, en fait. Un mec qui n'a pas compris la cruauté, l'injustice et sa responsabilité en tant qu'homme sur cette planète. Et faire des enfants dans ce cadre-là, je trouve ça profondément irresponsable. Et je pense qu'aujourd'hui, le féminisme nous a fait oublier ces trucs-là. C'est-à-dire qu'on est là et on est... comment dire ? Il y a vraiment ce côté... on essaye de nous faire croire à un paradis en nous voilant un peu la face qu'en réalité, le monde est de base injuste et cruel. Oui, mais justement... Et c'est vraiment un truc de bourgeois comme vous, de vous dire... Quand on est un peu optimiste, mais si l'utopie est possible, mais en vrai... Sinon, on fait quoi ? On se tire une balle ? C'est quoi le problème ? Non, on porte sa croix, c'est littéralement ça. On prend les sacrifices qu'on doit faire. C'est bien ça le problème, c'est un petit peu ça que je reproche. En général, les gens qui... c'est que porter une croix,
ça a une signification. Oui, je bien ne sûr. suis pas croyant, moi. Tu vois. Donc, si vous voulez, on utilise mais non, une mais autre c'est expression. pas mais anodin d'utiliser en cette gros, expression-là, parce que justement, tu te réfères à des clichés ancestraux de la religion, des hommes qui doivent effectivement avoir le mauvais rôle, qui doivent être virils. Alors, je rappelle maintenant que la virilité, c'est ni plus ni moins d'avoir des attributs masculins. C'est ce que nous dit justement attributs. Voilà. Donc, je pense quand tu dis je te parle d'une manière virile, je suis viril, je vais avoir du mal à te croire parce que je pense que tu parles d'une manière déterminée, et tant mieux, et c'est très bien d'avoir de la force. Mais pour moi, ça c'est de la virilité. Mais et pour c'est moi, des choses que les gens... Pour moi, je crois pas que ce soit la définition de la virilité. Mais juste tout à l'heure, quand tu parlais de ce qui se passe à la maison, je comprends pas pourquoi t'as pas d'empathie pour toutes ces femmes qui expliquent que justement elles en ont marre d'endosser le sale rôle, qu'elles en ont marre justement. Ah mais j'ai totalement de l'empathie. Bah alors en quoi t'es pas d'accord avec moi là-dessus? Parce que j'ai eu l'impression justement qu'à l'instant on était d'accord sur le fait que c'est vous qui avez pas si compris t'as pas ce que j'ai envie dit. d'éduquer tes enfants, si t'as pas envie de faire de tâches ménagères, si t'as pas envie de repasser le linge, si t'as pas envie de récurer les toilettes, bah Alors, déjà, si t'as pas envie de changer la couche de ton enfant, bah ne fais pas d'enfant en fait. Alors je pense qu'en fait, si vous voulez, aujourd'hui, les femmes, et beaucoup de femmes dans mon entourage qui font des enfants, elles le font soit parce que voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, donc voilà, elles se posent pas trop de questions et elles ont un enfant. Et en fait, si vous voulez, cette société qui nous berce en fait dans cette espèce de constant, il faut que tout soit agréable, il faut que tout soit plaisant, c'est ce que je disais à propos du sacrifice. Vous avez pas aimé le fait que je parle de la croix, mais en fait, faire un enfant, oui, c'est traumatisant, oui, c'est des sacrifices. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'explique plus ça aux femmes. Avant, il y avait l'icône de la Madone, et je parle en tant qu'archétype, pas uniquement en tant que dans le côté religieux du terme. Avant, il y avait la pute et la Madone. Vous voyez, c'est les deux grands archétypes. Une femme peut être soit une pute, soit une Madone, quoi. En gros, c'est un peu ça. Madone dans le sens mère. Et aujourd'hui, avant, c'était tellement glorifié d'être une mère. Pourquoi ? Parce que c'est tellement dur, c'est tellement un énorme sacrifice qu'il fallait le glorifier non-stop pour que les femmes se sentent reconnues et transcendées par l'expérience. Aujourd'hui, les féministes, en réduisant on va dire... il y a même des féministes qui sont en mode finalement faire des enfants c'est répondre aux demandes du patriarcat. Il y a plein de féministes qui me disent ça, c'est non, moi je ferai pas d'enfants parce que voilà, c'est c'est une manière, on va dire, de faire une grève de nos utérus, quoi. Mais c'est d'un grave. Là, tu rapportes des témoignages qu'on t'a fait, mais qui ne sont pas la réalité, encore une fois. Et puis, c'est une réalité. Et la plupart des féministes, d'ailleurs, ont des enfants. Enfin, moi, toutes les féministes autour de moi, la plupart ont des enfants. Mais juste, il y a un truc sur lequel je voudrais rebondir depuis tout à l'heure qui me turlupine, comme on dit, parce que je suis vieux. Je dis aussi turlupine. Tu dis beaucoup l'idéologie féministe, vous essayez, on essaye, comme si c'était finalement l'idéologie dominante. Et je trouve ça assez habile mais c'est évidemment que c'est une idéologie dominante. Comme rhétorique, parce que finalement, tu déplaces la réalité. La réalité, c'est évidemment l'inverse, c'est que l'idéologie dominante, c'est l'idéologie patriarcale. Et d'ailleurs, tu l'as dit toi-même au début d'émission quand on t'a demandé si on était dans une société patriarcale. Et donc finalement, c'est assez malin de faire croire que les féministes contrôlent tout, veulent déformer les têtes, etc. Non mais attendez, c'est vous qui me dites ça, alors que précisément, elles sont tout à fait minoritaires. Enfin non, le féminisme n'est pas minoritaire, mais en tout cas, le féminisme comme finalement comme modèle de société n'est pas encore aujourd'hui dominant, malheureusement. Non mais vous êtes trop mignon, genre. Merci. Excusez-moi. Moi. On me le dit pas assez. Non mais c'est vraiment, mais en fait j'arrive pas à savoir si vous êtes d'une naïveté volontaire ou si c'est vraiment Alors, vraiment sur ça. Quoi la naïveté ? Ok. Vous avez fait partie du gouvernement. Vous vendez des. Non, j'aurais aimé, mais j'ai jamais été ministre. Non mais vous avez jamais. Vous avez travaillé avec Madame Boultedja. Vous avez. Avec qui ? Non, comment elle s'appelle la ministre de... Najat Vallaud-Belkacem. Voilà, je confonds toujours les deux. Belkacem. Vous avez travaillé avec Madame Belkacem. Vous avez en fait eu des financements pour votre truc, je sais plus, l'ABCDR. Vous avez fait un truc avec... Des financements de quoi ? Mais arrêtez de faire l'innocent. Bref, en tout cas, vous avez travaillé avec l'État. C'est quoi les financements là ? Je sais pas ce que ça veut dire. En gros, vous avez travaillé avec le ministère pour les droits à l'égalité des femmes. Non, ça c'était le ministère, dans lequel je travaillais, qui a travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale pour mettre au point des modules qui s'appellent les ABCD de l'égalité, qui étaient des modules pour faire justement l'égalité entre les femmes et les hommes et l'apprendre dès le plus jeune âge. Très bien. Est-ce que ces modules ont réquisitionné des moyens ? Oui, comme toutes les politiques publiques. Bien sûr.
est-ce que vous savez que moi et tous les gens comme moi qui disons des vérités depuis... certains de mes amis qui sont antiféministes depuis plusieurs années, genre 5, 7, 10 ans, n'ont jamais eu d'argent de l'État. Enfin, je veux dire, moi, j'ai fini par trouver un job en tant que journaliste, mais moi, tout ce que je fais, je le fais gratuitement, en fait. Je le fais parce que je pense sincèrement que ce que je dis pourra aider certaines personnes qui se retrouvent pas justement dans votre espèce de, comment on pourrait dire, d'idéologie à la mort moigneux qui est pas du tout ancrée sur des réalités. C'est-à-dire que vous prenez... précisément l'inverse. Tout ce que j'écris dans ce livre est ancré sur des réalités. Et c'est pour ça que ce chiffre oui, mais en fait, si vous voulez, c'est de chiffres et d'études en fait, si qui, vous pour voulez, le coup, vous êtes... sont réels, sont sourcés. Oui, mais... Et c'est très important parce que là, nous, on discute avec nos points de vue. Bien sûr. Finalement, on est des pions. Enfin, je veux dire, on n'est pas des pions parce que j'estime que tous les deux, à notre niveau, on agit. En tout cas, on essaye d'agir. Peut-être pas dans la même direction, mais c'est important aussi de se reposer sur des gens qui étudient depuis longtemps, qui recensent des chiffres sur les violences, sur les inégalités économiques. C'est très important. C'est pas de la mort moelleux, c'est pas de la naïveté. C'est juste être lucide sur le monde qui nous entoure, en fait. C'est juste ça. C'est pour ça que la naïveté, je suis désolé de te le dire, mais elle est un tout petit peu de ton côté parce que tu ne veux pas voir le monde dans lequel aujourd'hui, les femmes et les hommes gravitent, malheureusement. Mais attendez, moi j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de charge mentale, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'agression sexuelle, j'ai jamais dit que... Il faut trouver des solutions à tout ça. C'est bien de les déplorer, mais il faut trouver des solutions. Très bien. Je sais pas si c'est l'homme viril que tu décris qui va mettre fin aux violences faites aux femmes. Enfin, tu vois, c'est ça qui m'inquiète un peu. Okay. J'ai du mal à percevoir tes solutions. Alors déjà, en fait. d'accord. Parlons de solutions. Ok. Ouais. Moi, je vais vous dire la solution. La solution, c'est qu'on arrête d'élever les enfants avec le féminisme. Pour plusieurs raisons. Bien évidemment, mais on va dire que, en fait, là, vous déplorez... En fait, le féminisme... Mais là, on les éduque pas avec le féminisme. Le féminisme... Là, aujourd'hui, il y a des associations qui ont porté plainte parce que, justement, les cours d'éducation à l'égalité ne sont pas effectifs dans les écoles. Donc déjà, ce que tu viens de dire, malheureusement, j'aimerais que tu te trompes pas, mais malheureusement, c'est pas exact. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'éducation à l'égalité à l'école. Donc on n'est pas dans une école féministe aujourd'hui. C'est pas vrai, ça. Et ben, pourtant, bref, je pense que le truc fondamental de l'égalité. Alors, il y a plusieurs choses, mais on va dire que vous voulez l'égalité, mais en réalité, et vous le dites bien au début, c'est pas vraiment l'égalité, puisque techniquement, là, on est sur le papier, et vous savez très bien, vu que vous êtes avocat, donc j'imagine que vous savez très bien les lois, il n'y a pas de différence légale entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on a quasiment tous les mêmes droits. Ou du moins, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Oui, c'est vrai. Ok. En droit. Donc, ce que vous voulez, en réalité, c'est une égalité de résultat. De fait. Ouais, vous dites de fait. Très bien. Mais ça, c'est... Enfin, vous comprenez bien que c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Non, mais dans le sens... Mais tu sais, c'est pas parce que tout à l'heure, tu parlais de naïveté. C'est pas parce que tu prônes une société qui va mieux que t'es naïf. Hein. Je sais très bien que c'est long. Non, mais moi, je sais très bien que quand, par exemple, on a aboli la prostitution avec Najat Vallaud-Belkacem, je Mhm. savais pertinemment que la prostitution allait continuer. De la même manière que quand on a dit que le meurtre, c'était pas bien, je savais très bien... Enfin, à l'époque, ils savaient très bien que le meurtre allait malheureusement continuer. Bien Donc, sûr. mais simplement, à un moment donné, il faut fixer un cap, quoi. Il faut se fixer des objectifs parce que sinon, on déprime un peu. Et c'est pour ça que je dis toujours que le féminisme emporte des choses très enthousiasmantes et c'est pas des choses limitantes en fait. C'est pas le côté faire des actions au gouvernement, et d'ailleurs moi là, si je peux faire passer mon message, j'adorerais qu'il y ait beaucoup plus de de restrictions sur la pornographie, etc. Je veux dire, moi, c'est pas ça mon problème avec le féminisme. Mon problème, c'est l'idéologie qui est derrière. Et l'idéologie que vous... Mais une idéologie qui veut l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une mauvaise idéologie ? En fait, oui, parce qu'en fait, pour... bon. Non, mais attendez. Dans le sens où, pour arriver à l'égalité des faits, comme vous le dites, ouais. Ça veut dire qu'il faut faire exactement ce que moi... en fait, il faut effacer les différences entre les hommes et les femmes. Mais quelle différence ? Les différences biologiques, les différences les féministes veulent effacer les différences biologiques. Bien sûr, si vous voulez l'égalité des faits. Mais pas du tout, c'est des inégalités culturelles, c'est pas du tout des inégalités biologiques. Les féministes ne veulent pas gommer les inégalités biologiques. C'est exactement comme quand j'étais au cabinet du ministère des droits des femmes, où on disait « vous voulez instaurer la théorie du genre ». Mais en fait, personne n'a jamais su définir la théorie du genre. Personne ne sait ce que c'est. C'est comme le monstre du Loch Ness, quoi. Tout le monde en a entendu parler, mais personne n'a jamais vu. Attendez, vous savez pas définir la théorie du genre ? Vas-y, je t'en prie, c'est quoi ? Donc la théorie des genres, c'est ce qui dit en gros que le sexe est construit... En gros, on est tous avec un sexe biologique assigné à la naissance. Mmh. Et en gros, on se construit culturellement. Donc en gros, un homme et une femme, peu importe. C'est-à-dire qu'un homme peut être une femme et... Enfin, un homme biologique peut se sentir femme
ou se sentir, j'en sais rien, xénogenre ou que sais-je, maintenant c'est parti un petit peu en cacahuète, et une femme biologique peut se sentir homme. C'est ça la théorie du genre. Mais c'est pas une théorie, enfin je veux dire ça c'est la réalité. Et encore une fois, c'est pas ça la base du combat féministe, c'est pas du tout ça. Non, moi je suis d'accord. d'accord. Ce que tu décris, c'est une réalité, c'est pas une théorie. Enfin, Comment ça, c'est une réalité? Et on n'a pas voulu enseigner ça aux enfants La d'ailleurs. réalité biologique, le sexe n'est pas assigné à la naissance, il est observé. Je veux dire, c'est observable dans tes chromosomes. C'est-à-dire que si on prenait les cellules souches au moment où ton ovule avait fécondé le spermatozoïde avait fait féconder l'ovule, on aurait pu savoir si tu étais un homme ou une femme. Donc ce n'est pas culturellement construit. Qui est celui du féminisme. Non mais en fait, vous à chaque fois que je touche un point qui effectivement... Mais pas du tout, c'est juste que les personnes intersexes, elles existent en fait, c'est une réalité biologique. C'est 0,01% de la population. Non, c'est beaucoup plus que ça. Et là encore une fois, je renvoie toutes les personnes qui nous regardent à toutes les études sur le sujet. C'est plus que 0,5. Mais j'ai pas envie qu'on joue avec les chiffres. Donc je suis pas du tout en train de dire que je fuis le débat. Mais c'est quand même une minorité, vous reconnaissez. Et c'est une anomalie. Et d'ailleurs, la plupart des intersexes ne peuvent pas se reproduire. On doit pas s'occuper des minorités, c'est triste ça. Ça veut dire que par exemple, bah si un peu, c'est un peu ce que tu es en train de dire. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'il y a des gens concernés qui nous écoutent aussi. Alors je vais vous dire sur ça. Donc il faut faire attention. Je vais vous dire sur ça. À ce moment-là, on s'occupe que des hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels. Oui, bien sûr. Mais pourquoi on ferait ça? Alors je vous explique. Moi, je suis pas du tout contre m'occuper des minorités. Et en vrai, c'est un vrai combat. Je pense que c'est intéressant. Et je pense que chacun, dans sa propre minorité, a le droit de faire valoir ses droits. Pas de problème. Maintenant, ce qui me dérange aussi, et je m'en suis beaucoup rendu compte quand j'ai fait mon docu sur la transidentité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, et c'est un truc aussi avec tout le délire, mais ça va vous toucher aussi, parce que avec votre histoire, je suis sûre que vous allez comprendre. En gros... en fait, ce que veut casser l'idéologie féministe, c'est le cadre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la norme ne doit plus être la norme. En fait, chacun va venir avec sa petite minorité et dire « Ah non, mais moi, ma minorité, c'est... » La norme, elle nous a pas conduit vers quelque chose de positif. Amélie, regarde, depuis tout à l'heure, on dit à quel point la société, elle va mal. On ne la choisit pas. Donc, mais bien sûr qu'on l'a choisi. C'est la définition d'une norme. Une norme, c'est une règle sociale, donc on l'a choisi. Il n'y a personne, il n'y a pas, à part Dieu, peut-être si tu es croyante, mais moi je ne le suis pas, qui décide à notre place. En fait, c'est nous qui choisissons la société dans laquelle on est. C'est nous qui allons déconstruire les inégalités économiques, culturelles, les inégalités, les violences faites aux femmes. C'est nous qui allons déconstruire tout ça. On a l'impression que depuis tout à l'heure, il y a une sorte de fatalité. Comment mais parce qu'il faut déconstruire ça, absolument. Il faut analyser donc la violence personnelle des gens, je trouve ça... Ah, mais ça y est, je sais. Ça y est, je comprends. Je viens de me rappeler, c'était quoi la différence souvent, à chaque fois que je discutais avec des féministes, en fait, vous savez, c'est un peu l'opposition capitaliste marxiste. Moi, je pense que le travail, il se fait d'abord personnellement. C'est-à-dire que toutes les conclusions que je vous donne là, c'est des conclusions, on va dire que c'est que des observations et des choses que j'ai compris dans ma vie personnelle. Et parce que je les ai compris, que je les ai assimilés et que je les ai, vous voyez, j'ai pris du recul sur la situation et que je sais du coup comment on règle ce genre de problème, et ben dans ce cas-là, je peux monter et commencer à avoir un message qui porte de plus en plus. Vous voyez ce que je veux dire ? En gros, d'abord, on s'occupe de notre petit problème personnel, genre par exemple, j'ai un problème avec mon père. J'ai peur que tu confondes tes expériences individuelles avec la société et les... Oui, mais qu'est-ce que c'est que la société ? La société, c'est une multitude d'individus qui la composent, effectivement, mais qui donnent après des statistiques et des études très intéressantes, qu'on appelle les études de genre pour le coup, qui elles existent. La théorie du genre, elle n'existe pas, mais les études de genre existent. Et c'est ce qui nous permet justement d'avoir des débats plus intéressants que c'est quoi la vie de Maxime ou c'est quoi la vie d'Amélie. Et quand vous faites de la prévention, elles sont intéressantes, mais elles ne sont pas révélatrices de la société. Quand vous faites de la prévention, quand vous faites vos abécédaires, etc., vous allez dans les écoles pour apprendre à des enfants. Donc en fait, vous voulez avoir un impact sur la vie personnelle et individuelle des enfants. Oui. Donc c'est bien de ça dont je parle. Mais du collectif, c'est tous les enfants. C'est pas mais en fait, si vous voulez, c'est ça. Les marxistes, ils veulent changer le système pour que finalement les individus aillent mieux. Moi, je pense que pour que le système aille mieux, il faut apprendre aux individus à changer, à comprendre ce qui ne va pas dans leur vie. D'ailleurs, je suis content d'avoir appris aujourd'hui que j'étais marxiste, c'est une grande nouvelle. Mais justement, pour aider les individus à imaginer des choses nouvelles et à aller bien, il faut leur donner les moyens d'aller bien.
Et Je suis d'accord. c'était le but de ces ABCD de l'égalité. On touche là, je crois, à l'opposition fondamentale qui vous résume et on va conclure là-dessus. Je suis assez d'accord. Le système par rapport à l'individu, la sociologie par rapport à la biologie, Exactement. le déterminisme par rapport au travail personnel et au mérite individuel. Mhm. Je crois qu'on a débattu de plein de sujets. J'aimerais qu'on arrête là-dessus et que voilà, on puisse conclure si ça vous va. Bah, avec plaisir. Merci déjà de nous avoir permis d'échanger. Mais c'était intéressant parce que je pensais pas, pour être tout à fait honnête, qu'en 2023, je pouvais encore faire un débat, c'est peut-être même le premier que j'ai fait, sur finalement pour ou contre le féminisme. Ce qui prouve bien finalement, parce que c'est une réalité. Voilà, tu l'as dit, t'es une femme, t'as 30 ans, tu travailles, t'es cultivée, voilà. Enfin, ça prouve que ça existe et c'est intéressant. Ça veut dire que finalement, bah, ce débat, pour moi, il est intéressant parce qu'il couvre une réalité. Et moi, je veux pas fuir le débat. Voilà, je trouve ça très intéressant de parler avec des gens qui pensent pas comme moi. Sur ce sujet-là, je pensais pas que ça existait encore, mais je suis content d'avoir échangé avec toi. Moi aussi, je suis assez contente, même si j'avoue que j'aurais espéré plus de... Je veux dire que des fois, je me suis un petit peu ennuyée parce que toutes les phrases que tu me dis, mais c'est peut-être parce que aussi je viens du féminisme, donc forcément je connaissais un peu toutes les... Peut-être que je t'ai un peu coupé la parole et j'aurais peut-être pas dû parce que moi je connais toutes les rhétoriques un peu par cœur. Du coup je me suis fait un peu, des fois un peu violence pour te laisser parler. Et je m'en excuse si j'étais un peu... Je connais les tiennes par cœur aussi, t'inquiète pas. Franchement, ton camp il est beaucoup plus vieux que le mien, donc ça fait beaucoup plus longtemps que franchement, je pense chose. sincèrement que tu as... À certains moments, j'ai vu que tu ne comprenais pas ce que j'étais en train de dire. Que, en gros, tu plaquais Non, sur je moi crois pas. une sorte de... Voilà. Non, je crois que Mais c'était bref, très limpide. on va finir sur ça. Moi, je voulais juste te dire, pour terminer, que je pense que pour tous les gens qui sont plus de ma génération, qui sont peut-être beaucoup plus impactés par l'écologie, je pense qu'on est tous très conscients que le monde sera de moins en moins confortable et que, par conséquent, peut-être que il va falloir... je sais pas si on pourra se repermettre le luxe. Et d'ailleurs, c'est de Beauvoir qui disait attendez le moindre secousse civilisationnelle pour que nos droits soient retirés. Et je pense que c'est vrai. Et je pense qu'il faut se préparer à ça. Et je me prépare en Même essayant... les vieux comme moi, on se prépare. Ouais, et je me prépare en essayant de reconnecter, en fait, de faire de la discussion réelle avec les hommes que le féminisme a totalement ostracisé, alors que je pense que c'est précisément eux qui vont potentiellement pouvoir tu vois, moi, il m'a pas nous aider ostracisé, à... il m'a rendu heureux, le féminisme. Mais tant mieux pour vous, Et vraiment. Maxime s'est engagé aussi sur le féminisme et on peut conclure là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Merci.